Echo. Pour son 3e épisode, Echo s'entretient avec Vidia Gastaldon, une artiste franco-suisse qui peint aussi bien sur des toiles, des sculptures que des objets mobiliers. Ce sont là autant de surfaces qu'elle recouvre de paysages oniriques et mystiques, avec notamment des montagnes, des mers et des ciels peuplés de dieux, de bouches et de créatures indéterminées, comme si l'ensemble du vivant était régi par des esprits. On discute avec elle de sa pratique et de son exposition au Centre d'art contemporain Les Capucins. Bonjour Vidia Gastaldon. Bonjour. Alors, avant de parler plus précisément de ton exposition à Embrun, j'aimerais peut-être parler plus généralement de ton travail. Il se trouve que ta pratique réunit différents médiums, des peintures, des dessins, des sculptures et des objets mobiliers que tu recouvres de motifs paysagers comme des montagnes, des mers et des ciels, ou comme je le disais en introduction, où peuvent apparaître des yeux, des bouches et des créatures hybrides, mais aussi des chiffres, des lettres et des formes abstraites. Alors en réalité, tous ces éléments, qu'ils soient figuratifs ou abstraits, sont des symboles et des signes qui appartiennent à différentes croyances, notamment hindouistes, chrétiennes et plus généralement païennes. D'où est venu cet intérêt pour ces croyances ? Je crois que c'est un petit peu comme Obélix. Je suis tombée dans le chaudron toute petite. En fait, je suis née dans un contexte du milieu des années 70 très gourmand de spiritualité, dans un petit ashram dans le Doubs, avec des parents et beaucoup d'adultes dans mon entourage proche de cette communauté qui pratiquait une forme de yoga. En fait, plutôt à ce moment-là, on parle plutôt d'une méditation que ce qu'aujourd'hui on voit souvent comme yoga plus postural. Donc j'ai grandi un petit peu avec ce contexte, avec aussi ce prénom qui est sorti d'un des textes sacrés les plus connus donc de l'Inde, de la Bhagavad Gita. Et puis je crois que ça m'a un petit peu forcé à m'intéresser d'abord de loin et ensuite d'un peu plus près à cette origine et à toutes ces choses. Et justement, j'ai pu lire dans une interview que tu pratiques, comme tu viens de le dire d'ailleurs là, le yoga Cachemire, et que ça influence peut-être directement ta pratique. Il se trouve que moi, je connais pas cette pratique. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi elle consiste ? Alors, c'est un grand danger de me poser des questions sur le yoga du Cachemire, parce que je peux vraiment, je peux parler pendant des heures de cette pratique que j'enseigne, donc un peu à droite à gauche dans mon village depuis plusieurs années, et dont je suis les séminaires avec un des principaux représentants de cette approche en France, qui est Éric Barret. En fait, avant ça, donc je parlais de ce contexte lié à mon enfance, où l'approche, disons, spirituelle, ou l'approche même élargie vis-à-vis de la vie se faisait par la méditation, donc par une assise et par le fait de consacrer du temps chaque jour à simplement apprécier et témoigner de la gratitude envers le souffle, envers le corps. Donc à cette époque-là, je pense que ce contexte a été très formateur, et mes parents, sans du tout faire de prosélytisme, m'ont toujours beaucoup parlé de cette idée d'être amoureux de la vie et de lui rendre grâce aussi à travers ces moments de pratique. Et ensuite, vers la vingtaine, après plein de péripéties et aussi beaucoup d'intérêt pour les textes sacrés, en fait, tout s'est passé, je dirais, la soif s'est réalisée à travers la lecture des textes. Je citais la Gita, mais il y avait aussi les Upanishads et d'autres textes un peu majeurs qui étaient dans la bibliothèque de mes parents. Et puis j'ai rencontré le yoga qui venait d'arriver en Occident par le biais, en ce qui me concerne, d'un Californien qui avait ouvert une école à Genève, donc le Hatha Yoga, très hédoniste, très glamour aussi, très, très sexy comme ça.
Et voilà, j'ai fait ça, j'ai fait la formation, c'était super, il y avait un truc extraordinaire du corps, mais quelque part, il y avait un chaînon manquant à ce moment-là, pour moi, qui était pas résolu du tout. Je me disais, bon, c'est bien beau, on progresse, là, avec le corps, on va toujours plus loin, toujours plus haut, mais il y avait un truc illusoire, et peut-être, voilà, je sais pas, consumériste, utilitaire, qui me plaisait pas tant que ça, au final. Et puis, à travers une rencontre de quelqu'un qui avait rencontré la pratique de yoga du Cachemire, Mathieu Richter, pour le remercier ici, j'ai rencontré, il m'a dit, mais là, il y a quelque chose qui fait le lien entre ce Raja Yoga, cette méditation, cette ascèse pure du souffle, et puis la pratique corporelle. Et je pense que c'était vraiment la pratique que je cherchais, en fait. Donc voilà, ça s'est passé comme ça. Et maintenant, pour moi, il n'y a pas de séparation dans le sens où, enfin, c'est quelque chose qui, je sais pas, qui imprègne un peu toute ma façon d'exister. Mais comme tous les artistes, je pense on a des pratiques très, on est très éponge, quoi. Donc ce qu'on fait à côté de l'art, finalement, c'est toujours aussi un peu de l'art, quoi. Oui, ces systèmes de croyances qui se retrouvent dans ton travail, qui apparemment sont surtout liés à la pensée hindouiste, il me semble. Est-ce que tu pourrais peut-être nous dire quels en sont les principes? Qu'est-ce qui les relie entre eux? S'il y a différents systèmes de croyances, justement, hindouistes et d'autres systèmes de croyances que tu convoques. Alors peut-être que c'est une question trop générale, mais peut-être qu'il y a des principes comme ça qui peuvent néanmoins se tisser, les lier entre eux. Oui, alors c'est vrai que j'ai été très attirée et passionnée aussi par tous les systèmes de croyances d'une manière générale. J'ai été très gourmande de plein de choses. Alors justement pas seulement de l'Inde, hein, mais de plein d'autres cultures aussi. Voilà, j'ai été très curieuse de tout ça, avec toujours aussi une espèce de, disons, de recul peut-être. Peut-être c'est ce fameux héritage français, ce cartésianisme qui fait qu'on questionne plus qu'on adhère dès le premier élan du cœur. Et je pense que ouais, aujourd'hui, ces choses-là m'intéressent toujours avec cette même distance, c'est-à-dire dans le sens disons, de leur garder leur pleine puissance et de ce qu'elles peuvent continuer à faire résonner à travers les œuvres. Et disons que pour moi, ça vient plutôt toucher à une autre question qui serait celle de la responsabilité des artistes avec ce qu'ils fabriquent comme image et comme objet. Donc ça, c'est une thématique qui a toujours, je dirais, traversé mon travail et que je partage aussi dans l'enseignement, là où j'enseigne à la HEAD à Genève. Cette idée de la responsabilité. Et les objets qu'on fait, les images qu'on produit, elles ont un impact, elles ont une vibration, elles ont une aura qui est perceptible. Et voilà, donc ça, au-delà de tous ces autres systèmes de croyances que je peux effleurer et questionner, celui-là reste, disons, celui auquel je suis le plus attachée. Cette idée de l'aura des objets et de notre responsabilité en tant qu'artiste. Justement, il semble que la plupart des systèmes de croyances que tu convoques, hein, et que tu hybrides, ils relèvent ces systèmes-là d'une forme d'animisme pour lesquels, en fait, toutes les choses du micro au macrocosme sont réunies par des forces et des flux invisibles qui les traversent. Et est-ce que le fait justement que ces croyances impliquent toutes les échelles, du micro au macro, explique le fait aussi que ton travail lui-même se déploie à tous les niveaux, avec des sculptures qui sont posées au sol ou suspendues au plafond, et le fait aussi que tu puisses glisser de la surface de la toile à l'espace en 3 dimensions, avec des sculptures et aussi avec des objets mobiliers. Mmh. Oui, je pense que là, il y a vraiment, à travers peut-être des expériences de perception, des expériences de la conscience, donc j'ai beaucoup parlé dans certains entretiens ou dans les textes que j'ai écrits d'expériences de la conscience, voilà, fondateurs dans ma jeunesse, mais qui sont maintenant, qui
qui se perpétue à travers justement la pratique de, par exemple, du yoga ou simplement ce que beaucoup de gens appellent aujourd'hui la pleine conscience, mais qui est un terme un peu peut-être aussi galvaudé, pas toujours compréhensible. Mais cette expérience, je crois que je sais pas si c'est Timothy Leary qui a dit que l'expérience psychédélique confirme l'intuition, ou c'est peut-être Terence McKenna, mais en tout cas, il y a vraiment cette certitude qu'il y a quelque chose qui est confirmé de l'expérience de conscience et qui est ensuite, voilà, c'est le seul langage ensuite que je peux continuer à déployer. Donc ce passage de l'infiniment petit à l'infiniment grand, peut-être ces flux, ces vibrations, voilà, tout est là, quoi. Oui, tu parles justement d'état de conscience modifié. Il se trouve qu'au début de l'exposition à Embrun, on peut voir un film d'animation qui consiste en une succession très rapide de motifs de rosaces qui s'enchâssent les uns dans les autres de manière hypnotique. De ce point de vue-là, c'est vrai que c'est un film qui peut induire des états de conscience modifiés, lesquels pourraient donner accès à d'autres niveaux de réalité. Et c'est, comme tu le dis, quelque chose qui oriente tout ton travail, en fait. Complètement. C'est vrai. Alors là, ce dessin animé, il a été donc basé sur une forme qui est beaucoup reprise et utilisée, dont j'ai pas mal parlé, cette forme que j'ai appelée Visionium. Là, elle est accompagnée, ce dessin animé est accompagné par la musique d'Alexandre Joly. Et je l'ai vraiment fabriqué, comme d'autres petits dessins animés que j'avais fait auparavant, vraiment comme une expérience, on va dire, micro-expérience initiatique modeste, puisque voilà, on est dans le cadre protégé, mais quand même aussi public d'un centre d'art. Mais c'est vrai que je le vois comme une proposition de méditation ou d'expérience d'expansion de conscience légère. Oui, et qui donne ensuite, enfin qui ouvre l'exposition où on peut notamment voir 3 petits portraits paysages qui montrent des visages de femmes et d'animaux qui ne font plus qu'un avec des herbes ou des sortes d'algues vertes. Moi, ça me fait penser à Giuseppe Arcibando, qui est donc un peintre du XVIe siècle qui concevait des portraits humains exclusivement composés d'éléments naturels, en fait dans une vision alchimiste du monde pour laquelle il y a une correspondance entre toutes les parties du vivant et du non-vivant. C'est un lien, toi, qui te semble pertinent ou c'est pas du tout ce que tu avais en tête quand tu as conçu ces portraits? Alors, j'ai plus du tout pensé à ces tableaux. Je sais pas, peut-être parce que dans mon imaginaire à moi, ils étaient plutôt associés à quelque chose de grotesque ou de laid, ou de fascinant de l'enfance, parce que je pense que je les ai vus assez. C'est vraiment dans l'histoire de l'art quelque chose qu'on rencontre assez vite. Donc c'est pas vraiment parti de là. Et en fait, ces portraits, je les voulais aussi quand tu parles de ces directions où on ne sait jamais si on est en train d'aller vers ou de partir, de cette géométrie qui est toujours variable. Là, il y a aussi, je pense, on va dire temporellement, une géométrie temporelle un peu que je voulais évoquer, où on ne sait pas si ces personnes sont en déliquescence, sont en train de se composter, de pourrir, de se déliter, ou si au contraire elles sont en train de naître par cette hybridation avec le végétal. Donc ça parle d'une expérience de non-séparation. Donc aussi on pourrait dire le sentiment océanique est une expérience de non-séparation. Le yoga était une expérience de non-séparation, puisque c'est même le terme yoga veut dire ça. Donc je pense que là, à travers ces tableaux, moi j'en parle de manière un peu distante comme ça, mais au moment où je fais les choses, il y a rarement un prérequis intellectuel. Les idées sortent des formes et pas l'inverse. Donc voilà, je me réveille pas un matin en me disant il faut absolument que je fasse une série d'œuvres sur telle ou telle chose. Je fais une chose, ou parfois très souvent je vois les choses, elles m'apparaissent, disons, dans le sommeil ou un moment de moitié sommeil,
la nuit, ou ça peut être aussi le jour, dans des moments un peu spécifiques. Et là, l'image est tellement nette que voilà, il n'y a plus qu'à la faire. Écoute, tu as anticipé sur une question que je voulais te poser par rapport au titre en fait de ton exposition qui est donc Océan sentimental. Moi, ça m'a fait tout de suite penser à la notion effectivement de sentiment océanique qui renvoie à un état d'indistinction et d'unité première entre les choses et les êtres et plus spécifiquement entre soi et le monde. Et ça, c'est un sentiment que tu cherches toi à traduire plastiquement, aussi peut-être par la présence, j'imagine, d'éléments aquatiques assez nombreux, notamment dans cette exposition avec de grandes toiles marines. Oui, c'est vrai. Alors le terme sentiment océanique de Romain Rolland, bon, quand on pense à d'autres éléments, on pourrait, enfin voilà, ce sentiment, il n'est pas lié forcément à ce paysage ou à cet élément en particulier, mais peut-être que pour la plupart des gens, c'est plus immédiat. Ou peut-être que l'océan, la mer, fait très vite, tactilement, physiquement, nous projette dans quelque chose qui nous dépasse totalement. Alors, comme on pourrait dire que le terme cosmique, par exemple, induit aussi un peu cette espèce de noyade. Donc voilà, je voulais un titre qui soit, comme souvent, très, très accessible, parce que ça pourrait aussi être un titre de chanson pop française de Laurent Voulzy. Je trouve que c'est un titre vraiment très, très accessible. Et en même temps, derrière, il fait effectivement référence à ce sentiment. Oui, et d'ailleurs pour revenir sur ces grandes toiles qui sont aussi dans l'exposition, donc ce sont des paysages marins qui laissent apparaître des yeux et des bouches dans le creux des vagues, mais aussi toutes sortes de petites créatures, des rebuts aussi humains comme une machine à laver, une tongue ou une bouteille de bière, et puis aussi des formes abstraites géométriques, des lettres et des chiffres. Est-ce que tu peux peut-être nous éclairer sur ces motifs et ces symboles et sur ce que chacune de ces toiles représente ? Alors, chacune des toiles représente une ou des émotions qui sont pas explicitement voilà dans le titre, mais chacun peut s'imaginer. Alors, j'ai pu constater que les gens ont un ressenti justement assez différent. Des gens qui me disent alors ma préférée c'est la violette parce qu'elle a l'air un peu fâchée, mais en même temps elle a vachement de force et de résistance, ou voilà, une autre personne pouvait dire non, moi j'aime pas cette colère là. Donc voilà, ça c'est toujours propre à l'expérience de chacun, et c'est vrai que c'est vraiment pas une très grande invention, en tout cas en termes de peinture, de faire coexister des formes de langage un peu différents. Je pense pas que je le fais de manière très très virtuose du tout, mais c'est voilà, avec beaucoup de décennies de retard, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresse, parce que au même titre que j'aime parler de l'infiniment petit et de l'infiniment grand, j'aime faire coexister des langages. Je pense que c'était l'étape après on a parlé de syncrétisme religieux. Là, il y a des langages, et c'est vrai que la géométrie, ce qu'on appelle l'abstraction géométrique, par exemple, ou les lettres, qui sont la base du langage, de les mélanger dans un espace pictural qui est vraiment de la représentation, où tout le monde peut se dire bon, ok, là il y a un paysage a priori, même si ce paysage en contient d'autres plus petits, et lui-même aussi un personnage, et ainsi de suite. Mais ça m'intéresse de faire de juxtaposer et de mettre des calques, en fait, des calques les uns par-dessus les autres. Ce que j'essaie de faire dans les grands tableaux d'Embrun, c'est que certains sens soient simplement avec un langage pictural, une écriture différente. Et quand tu parles des tongs ou des machines des débris, en fait, des déchets, j'avais envie qu'ils soient un peu plus peints comme du dessin de presse, plus simplement, juste en noir et blanc. Et voilà, comme du simple dessin rajouté par-dessus, comme si c'était anecdotique finalement.
Et c'est peut-être ce que je ressens profondément aussi, que notre existence, elle est anecdotique et que derrière, il y a cette confiance dans ces paysages qui sont résilients, dans ce monde, cette vie qui est bien au-delà de notre petite civilisation, en fait. Ces grandes toiles, comme d'autres peintures que tu as pu réaliser, on découvre en les regardant de plus près des éléments comme des débris humains, mais aussi il y a une centrale nucléaire dont l'une des canalisations se déverse directement dans la mer. Par ailleurs, comme tu le soulignais, l'anthropomorphisation de certains éléments comme les montagnes ou la mer peut parfois se faire avec des expressions et des bouches et des yeux menaçants, pleurants ou grimaçants. Donc finalement, tes œuvres présentent pas forcément des relations harmonieuses en fait entre les éléments humains et non humains. Il y a aussi une dimension disharmonique d'une certaine manière, et ça c'est peut-être quelque chose d'important pour toi. Oui, là c'est vraiment un petit témoignage et c'est pour ça que la façon dont c'est peint, pour moi, le fait que ça soit une forme de langage plus légère et plus anecdotique, traduit le fait que pour moi ça doit rester en deçà, on va dire hiérarchiquement ou temporellement. C'est un petit passage. Cette usine, t'as dit usine nucléaire, mais on ne sait pas, ça peut être une usine de slim ou de bonbons. Elle est là, comme voilà, elle est de passage. Je pense que aussi leur petitesse par rapport à l'image, c'est des toiles qui sont quand même assez grandes, qui font 1,80 m par 2,50 m, et ces détails-là, ils sont toujours vraiment il faut qu'on les trouve, disons, mais un peu comme dans Trouver Charlie, c'est le jeu aussi d'aller trouver la fourchette, la barquette de frites, mais je voulais pas que ça devienne justement une espèce de critique caricaturale ou enfin, ça m'intéresse pas en fait. Je crois que vraiment la résilience de ces, ou disons que l'émotion première donnée par ces paysages doit vraiment largement dépasser voilà, pour rester dans la force en fait, pour rester dans voilà, le constat ou la question, ce qu'on passe beaucoup de temps à faire, nous les artistes, poser des questions ou constater, en gros pour moi, enfin, au-delà d'un certain point, ça sert plus vraiment à grand chose maintenant. Donc c'est comment rester dans la force de vie et là, peut-être qu'il y a un message qui peut ne pas plaire à tout le monde, qui est, en fait, on est ridicule, on est minuscule. Alors ça veut, comme dit Starhawk, que j'admire beaucoup, c'est pas une raison pour se démobiliser et faire n'importe quoi et dire, ok, on en a rien à foutre. Pas du tout. Je pense que, au contraire, cette pulsion de vie, elle doit nous faire nous rencontrer, elle doit nous faire nous associer et être toujours voilà, dans la pulsion de vie et pas dans la pulsion de mort peut-être. Mais on a parlé de ce qui se trouvait au mur de cette exposition, mais pas de ce qui se trouve au sol et dans l'espace. En l'occurrence, il y a notamment 14 rosaces en bois aux formes donc géométriques qui sont posées sur des socles blancs qui jalonnent en ligne droite l'ancienne nef du centre d'art, qui était originellement une église. Alors, apparemment, il s'agit là d'une réinterprétation de certains principes de la géométrie sacrée qui reposent sur la répétition de formes minimales qui structurent le monde macroscopique comme microscopique. Alors, quelle est cette géométrie sacrée et comment est-ce que tu l'as réinterprétée ici ? Alors la forme de ce que j'ai appelé visionium, cette forme,
c'est assez anecdotique comment elle m'est apparue, vraiment par des circonvolutions, mais ce qui voulait dire qu'elle était probablement assez puissante et en tout cas nécessaire, indispensable. Puis je l'ai vue vraiment sur un espèce de fil, sur une page Facebook d'une amie de mes parents, enfin un truc improbable. Et elle était dans une galerie d'images, de costumes d'un musée du vêtement. Et il y avait un blouson brodé avec cette frise. Et ça m'a hantée et j'ai dû retrouver cette image et je l'ai enregistrée et je l'ai peint. J'ai commencé par la peindre sur un cube en bois comme celui qui est exposé suspendu. Et bon, j'en ai fait plusieurs. Alors j'ai peint toutes les faces, c'était très long. J'avais jamais fait un truc aussi clean, aussi rigoureux, il me semble. Donc c'était vraiment pas facile pour moi. Et puis cette forme, était toujours aussi nécessaire. Donc elle est revenue dans plein de choses aussi sur les séries des Healing Painting. Et c'est vrai que alors il y a le motif de la croix, mais il y a aussi plein de triangles. Mais pour moi, elle a vraiment un aspect, elle a une force, une puissance qui est, pour moi, de l'ordre vraiment du ressenti physiologique. Donc bien au-delà, et c'est le propre, quand on parle de géométrie sacrée, c'est vraiment par rapport à ça, hein, c'est un réel, un effet réel. La concentration, donc on le voit bien dans le film, en fait, on se concentre, on a envie de se concentrer sur le petit carré du milieu et les premières petites formes, et qui se déploient donc mathématiquement dans l'espace. Et en fait, on est, enfin moi l'expérience que j'en ai, en tout cas, fait qu'il y a à la fois cette concentration, mais en même temps ce déploiement. Donc on est à la fois dans l'infiniment petit, on est centré, on est concentré, et à la fois on se déploie avec cette forme. Donc là, quand elles sont en bois, comme ça au sol, c'est peut-être moins perceptible, cette allée-venue entre l'infiniment petit et la possibilité de l'infiniment grand. On n'allait pas déployer les formes non plus dans tout l'espace. Par contre, ça permettait aussi le passage d'un langage, on va dire abstrait. Qu'est-ce que c'est que cette espèce d'étoile? Alors les gens, oui, une croix, une étoile. Ça permettait de passer de la représentation, de la figuration à l'abstraction. Et il y a des formes donc, qui sont vraiment des fleurs, où il y a en 3 ou 4e, il y a des vulves, il y en a 2. Et ensuite, il y a un pommier à un moment au milieu, en vert. Donc c'était ce passage-là qui était possible avec ces formes de bois, et aussi dans une forme de langage que tout le monde connaît, tout le monde a joué avec des petits jeux de construction de couleurs ou des tangrammes. C'est une base de la représentation. Mais est-ce que ces rosaces représentent également des points de chakra? J'ai lu ça, moi, dans le communiqué de presse, donc je me demande si c'est réel. Exactement, là, elles sont organisées. En fait, bon, moi, j'ai toujours besoin de justifier les choses, mais souvent, c'est ma cuisine interne, et après, on en parle ou on n'en parle pas. Mais là, on était dans une église, il y avait cette idée, pour organiser les formes, donc c'est un travail qui a été très intense pour moi sur la couleur, parce que c'est assez difficile de faire. Je suis encore très novice dans l'agencement des couleurs, et ça me rend complètement dingue et j'adore ça. Mais donc là, l'évidence pour moi, c'était de les organiser selon, on va dire, les couleurs de l'arc-en-ciel, et de reprendre les chakras. Et alors, dans le système de croyance qu'on enseigne aujourd'hui, principalement dans les méditations sur les chakras, il y a les couleurs depuis Muladhara, rouge, jusqu'à Sahasrara, au sommet du crâne. Et j'avais envie de reprendre ça, bien sûr en ne me limitant pas, avec toujours ces petits pas de côté, ces explorations formelles. Mais donc on est parti de ça, et en même temps, comme c'était aussi une église, c'était marrant de les dédoubler, et au lieu de 7, qu'il y en ait 14, et ça devenait un chemin de croix. Donc à nouveau, là, il y a des jeux aussi un peu sémantiques et symboliques, où je fais croiser
voilà, de toute façon, je viens de ces deux cultures. Je viens aussi d'une famille avant de parents dans un ashram, d'une famille protestante de l'Est de la France, où ces notions-là, elles ont été certainement transmises voilà, j'en suis pas totalement indemne. Mais ces orgasmes, elles me font aussi penser à des mandalas hindous, à des mosaïques ou à des tapis extra-occidentaux. En tout cas, des pratiques pour lesquelles les formes abstraites ne sont pas autonomes, c'est-à-dire qu'elles ne renvoient pas seulement à elles-mêmes, mais sont porteuses de signification et constituent des cosmogonies. Alors je me demande si c'est des liens que toi-même tu fais, et si ces pratiques de l'abstraction extra-occidentale qui font pas aussi de différence entre art et non-art, beaux-arts et art appliqué, imprègne ton travail, qui lui-même inclut en fait de nombreux objets mobiliers, notamment dans cette exposition. Il y a des assiettes sur lesquelles tu as peint des yeux, il y a aussi une échelle sur laquelle on pourra revenir. Donc voilà, je me demande s'il y a des liens que tu établis entre avec ces pratiques-là artistiques. Ouais, mais c'est génial ce que tu pointes, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup questionné à un moment donné. Parce que bon, je reste proche de la figuration dans le sens classique, je continue à peindre des choses qu'on reconnaît, mais cette dimension de l'abstraction, et à un moment donné, on connaît dans l'histoire de l'art les gens qui sont comme Malevich, qui sont passés un peu comme dans une espèce d'épiphanie fatale de la représentation à l'abstraction, puis peut-être finalement au plus rien, au blanc, au monochrome. Souvent, on a en tête cette espèce d'évolution. Bon, chez moi, pour l'instant, elle se fait pas. Tout continue à coexister, et j'espère que ça le restera, mais on sait jamais. Mais par contre, ça m'a amené vers ces questions autour de la représentation, de l'interdit de la représentation de Dieu dans l'islam, mais pas seulement, aussi dans qu'est-ce que le langage, par exemple, l'abstraction géométrique veut dire chez les Indiens Shipibo. Donc dans un livre, dans Le Serpent cosmique de Jérémy Narby, il explique comment les broderies des Indiens Shipibo, qui sont incroyables, je sais pas si tu vois ces textiles, qui sont vraiment presque comme des cartes électroniques de composants, avec des couleurs hyper fluorescentes et vraiment des pafs, des chemins. Quand on voit pour la première fois ces broderies, on se demande qu'est-ce que ça signifie. Et lui, en tant qu'anthropologue, donc Jérémy Narby, c'est un anthropologue suisse très connu qui a écrit Le Serpent cosmique, il a été questionner les chamans, les figures un peu d'autorité chez les Shipibo, et demandé mais qu'est-ce que c'est en fait Et eux ont donné une vision, une explication. Ils ont dit mais en fait ces broderies... c'est comment les plantes nous ont communiqué la façon de les agencer ou de les cuisiner pour établir les recettes de l'ayahuasca, par exemple. Donc, c'était une des pistes qu'il avait. Et ensuite, quand il a été questionné plutôt les femmes, qui elles-mêmes brodent ces tissus incroyables, elles ont donné une toute autre explication, beaucoup plus pragmatique peut-être, avec des recettes et des choses de chemin et de comment on fait ceci, en gros toute leur vie était condensée dans ces broderies. Et là il s'est dit mais il y a un problème, alors d'un côté on me dit que c'est ça et de l'autre on me dit que c'est ça, et donc là il re-questionne un peu tout le monde, il continue son enquête. Et on lui dit mais non, il n'y a pas de problème, en fait nous ici on n'a pas une vision unique de la vérité, tout le monde a raison. Donc pour nous les chamans ça veut dire ça, et pour celles qui les font ça veut dire ça, et donc j'ai trouvé ça assez incroyable, et ça m'a amené à cette idée de l'interdit de la représentation. Dans certaines cultures on n'a pas le droit de montrer ceci ou cela, donc qu'est-ce qu'on fait? On fait des motifs qui sont beaux, qui sont ornementaux, qui sont décoratifs, mais qui finalement sont là pour cacher un terme qui est tellement énorme et qui nous dépasse. Et je trouve que c'est aussi une idée magnifique en fait.
Mais justement, il y a ce lien avec ce type d'abstraction extra-occidentale, mais comme tu le soulignais toi-même, il y a aussi peut-être que ta pratique de l'abstraction renoue aussi avec une abstraction européenne du début du XXe siècle. Je pense à des artistes comme Emma Kunz, Ilma Afklint, évidemment ensuite Kandinsky ou Kupka, qui étaient des mystiques, imprégnés d'ésotérisme et de sciences occultes, et pour lesquels les formes abstraites traduisaient des forces et des énergies invisibles. C'est une généalogie dans laquelle toi tu te sens inscrite d'une certaine manière. Ouais, complètement. Complètement, et c'est vrai que, à nouveau, je pense que je me suis. Enfin, c'est d'abord la pratique, c'est d'abord, disons, toujours les objets qu'il fallait faire, et ensuite, j'ai fait le lien avec. En l'occurrence, Ilma Afklint et Makoun, c'est pas des artistes que je connaissais, il me semble, il y a une vingtaine d'années. Et j'avais commencé à faire des formes, alors qui gauchisaient aussi un petit peu l'abstraction, comme on m'avait dit, des formes qui étaient faites toutes simples, de baguettes de tilleul recouvertes de laine tricotée, des pyramides en triangle comme ça. Donc il y avait voilà une forme de langage, et peut-être que c'était passé chez moi par d'autres artistes que j'avais rencontrés, mais en tout cas peut-être moins dans la représentation, je sais pas. Il y a une pièce aussi dans cette exposition dont j'aimerais bien qu'on parle un petit peu, c'est une échelle sur les marges desquelles tu représentes les différentes strates du monde. Alors depuis le cosmos, que tu situes tout en bas, sur la première marche, jusqu'au centre de la Terre qui se trouve, lui, tout en haut. Et entre les deux, on trouve le ciel, le monde humain, avec une ferme, des animaux, avec des oies et des vers. Alors et puis sur les côtés de l'échelle, il y a des ronces, différents éléments végétaux. Est-ce qu'il y a une croyance en particulier ou différentes croyances que tu as mobilisées pour cette pièce-là ou... Alors là, à nouveau, c'est vraiment aussi une intuition ou une image. Cette échelle, je l'avais, on l'a héritée de quelqu'un de notre famille, et puis je l'ai sorti un peu de l'oubli comme ça de la grange, et tout d'un coup je savais exactement comment elle serait. Voilà, c'était comme si elle était déjà toute peinte. Donc il n'y avait plus qu'à exécuter. Il y avait cette inversion qui était déjà apparue, que on allait monter, mais monter vers un centre et pas monter vers le ciel. Mais bon, finalement, plastiquement, ça pourrait d'ailleurs, la forme vers laquelle on monte, on pourrait se dire, ah, mais il y a comme une boucle où ce centre de la Terre, il y a un feu, et donc ce feu, ça pourrait être aussi le soleil. Enfin, il y a une communication. Et c'est seulement ensuite, en me questionnant, en me disant, bon, je vais quand même faire quelques recherches, parce que moi, je lis par exemple René Guénon, mais là, j'ai regardé un petit peu, et je suis tombée sur des informations sur cette symbolique de l'échelle chez les francs-maçons, et qui correspondait à ça aussi, à une espèce d'inversion où la montée se fait vers l'intérieur. Et j'y connais pas grand-chose du tout, donc voilà, je peux pas en dire plus, mais ça m'a interpellée aussi par rapport à une autre image qui est celle de l'échelle de Jacob, où finalement les anges, selon les représentations, les anges, ils sont pas franchement en train de monter, ils sont un peu en train de dormir ou de stagner, et c'est pas forcément aussi évident que ça, cette histoire d'échelle de Jacob. Donc j'aimais bien l'idée, et puis pour moi, ça vient traduire vraiment une idée profondément, par rapport en tout cas à la pratique de yoga du Cachemire, mais je dirais aussi philosophique, plus grande, qui serait une idée non progressiste ou non utilitariste. Voilà, l'échelle, c'est pas pour monter, il n'y a pas à monter, il n'y a pas à aller quelque part qui serait plus haut, en fait. Tout ce qu'on peut faire, c'est aller plus profond à l'intérieur. Ça, c'est vraiment disons, un enseignement, c'est un enseignement aussi spirituel, de dire, voilà, il y a pas à aller plus loin, plus haut, tout est déjà là, quoi. Donc cette échelle vient bousculer ça, mais c'est très simple. Oui, c'est plutôt heureux, effectivement.
Mais et peut-être une dernière question sur le fait que donc ton travail relève d'une forme de syncrétisme, comme tu le disais, de syncrétisme même New Age. Toi-même, tu emploies cette notion-là dans certaines interviews. C'est pas moi qui l'ai employé, mais c'est vrai que dans les années, je pense que quand j'ai commencé à travailler, c'était le terme le plus simple pour dire bon bah voilà, il y a un bloubi-boulga de trucs qu'on comprend pas, qui part avec le yoga et tout, c'est plus simple de dire. Et puis c'est peut-être voilà l'héritage culturel un peu 70s. Mais moi en fait, enfin dans mon quotidien et comme personne, je suis pas trop comme ça en fait. J'ai l'impression. Donc voilà, je veux juste faire un écart avec ce mot qui est un Alors, peu... Ouais. tout à fait, on oublie ce mot-là, donc en tout cas, il y a une forme de syncrétisme, c'est-à-dire donc une hybridation de différents systèmes de croyances qui se fondent quand même tous plus ou moins sur l'idée que toutes les entités du monde humain et non humain sont liées entre elles, donc en l'occurrence par des forces et des énergies cosmiques. Et je voulais te demander si, d'après toi, la réactivation de ces croyances, en tout cas en Occident aujourd'hui, coïncide avec des enjeux politiques et écologiques actuels, même si tu en as un peu parlé, mais quand même, est-ce que d'après toi, aujourd'hui, ça vient entrer en écho avec des problématiques, notamment justement écologiques, par exemple? Ça le devrait. Et oui, ça le devrait. Et je pense que des intuitions de gens qui sont comme Bruno Latour, qui vient de décéder, à qui je rends aussi hommage. Il y a des intuitions que maintenant on range du côté de la raison, hein, de la raison pure, d'une nécessité vraiment d'une urgence. Voilà, c'est des choses qui sont comment dire, qui sont peut-être pour certaines une évidence. Et tu parles de politique, mais enfin, bien sûr, tout travail est politique, tout art l'est, en tout cas pour moi, même si c'est pas souligné et mis avec plein de guillemets pour qu'on s'en rende compte. Mais il y a peut-être en tout cas, cette volonté que ce sentiment-là, que moi j'appelle aussi le sentiment de non-séparation, donc ils viennent quelque part guérir nos relations. Quand on n'est pas séparé de l'autre, on peut difficilement lui infliger du mal. Quand on n'est pas séparé, quand on ne se pense pas être séparé de ce qu'on appelle la nature, pour reprendre les termes de Bruno Latour, quand on n'est pas dans cette séparation, il y a une évidence c'est même pas de la coopération. À moins qu'on soit complètement masochiste, on fait pas le mal. Alors ça veut pas, voilà, c'est après philosophiquement, on pourrait aller prendre encore d'autres chemins sur voilà de l'ordre de la morale ou de la pureté ça serait beaucoup trop long à développer ici, et je pense qu'il faut rester tellement modeste. On est nul, on est minable quoi. Mais en tout cas dans ce sentiment océanique, ou ce sentiment de non-séparation, traduit par ce syncrétisme, oui, il y a cette possibilité-là qui est entrevue et sans laquelle je ne pourrais pas croire une seule seconde en ce que je fais ou en la vie d'ailleurs. Mais c'est vrai que ces systèmes de croyances, ils semblent coïncider aujourd'hui avec une nouvelle conception de la nature qui serait plus comprise comme le décor ou l'arrière-fond de nos actions, mais comme un milieu dont on ferait nous-mêmes partie et que l'on modifie autant qu'il nous modifie. Il me semble que c'est ça aussi qui se trouve peut-être dans ton travail. Même si, comme tu le disais, finalement, les éléments humains sont assez anecdotiques. Néanmoins, il y a cette idée d'une comment dire, pas co-création, mais d'une influence réciproque quand même. Complètement. Sauf que là, l'influence, en termes d'influence, qui sait exactement où on en est en ce moment? Est-ce qu'on a dépassé définitivement la possibilité de revivre en harmonie, ou est-ce qu'on peut encore espérer, peut-être par notre anéantissement? Mais à nouveau, j'ai pas envie d'évoquer notre anéantissement en tant que civilisation comme condition sine qua non de la réparation et de la guérison. Bien au-delà de tout ça, voilà, il y a
on est encore là, on est encore vivant et on est ensemble avec les autres espèces et qu'est-ce qu'on peut faire et voilà, je repense je recite Starhawk qui est vraiment pour moi une force, une voix importante en ce moment qu'il faut continuer à lire dans l'espoir qu'elle porte. Eh bien, on en joint. Enfin, moi-même, je n'ai pas lu encore Starhawk, donc je le ferai. Et peut-être les auditeurs de ce podcast seront amenés eux-mêmes à le faire. Est-ce que tu pourrais d'ailleurs nous conseiller un livre de Starhawk en particulier ? Alors, celui que j'ai pas encore terminé, Quel monde voulons-nous ? Je conseille vraiment ce livre parce qu'il est assez petit et c'est vraiment un outil, c'est vraiment un outil très pratique. C'est pas un essai avec en dehors de un peu en dehors de nos réalités ou qu'on saurait pas comment par quel biais prendre. Il y a vraiment des recettes, beaucoup de questions à plein de problématiques, plein de questions qu'on se pose en ce moment. Et donc voilà, je le recommande beaucoup. Quel monde voulons-nous ? Eh bien, merci beaucoup Vidya pour ce conseil et bravo pour ton exposition qui est vraiment très belle. J'enjoins tout le monde, tous nos auditeurs à aller la voir. Tant que c'est possible, elle ferme bientôt, je crois, le 5 novembre. Oui, c'est ça. Mais peut-être que tu as une autre exposition prochainement où on pourra te voir ton travail. Je crois que la prochaine, en tout cas en solo show, ça sera à Bâle au printemps 2023. Eh bien, rendez-vous à Bâle en 2023. Merci Vidya. Merci. Au revoir. Au revoir. Écho.